Hein? Ah ouais, là c'est bien. Ok, donc ça veut donc dire qu'on va donc discuter jeudi. Ok. Donc, nous étions donc ici, nous avons déterminé donc ce qu'on appelle donc le diagramme de contrainte normale en flexion. D'accord? Voilà. Pour l'instant, nous sommes en flexion pure. Hein, pour l'instant, nous sommes en flexion pure, c'est-à-dire que il n'y a pas d'effort normal, il n'y a pas d'effort tranchant. Alors, est-ce que jusque-là, il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non, aucune question, comme d'habitude. Oui. Ah, d'accord, ok. Là, c'est une bonne question. Donc, vous regardez ce tableau. C'est une nomenclature, hein? C'est une nomenclature, tout simplement. Vous regardez ce tableau. Voilà. Voilà. Voici, tout est défini là. Alors, si l'effort normal est non nul et tout le reste nul, on parle de traction ou compression simple. D'accord? Voilà. À ce moment-là, la contrainte normale est non nulle et les cisaillements sont nuls. Bien. Si seul l'effort tranchant est nul, on parle de cisaillement. D'accord? Oui, il y a des gens là à Douala Yaoundé. Oui, il y a des gens là à Douala Yaoundé. Oui, Yaoundé là. D'accord, ok. Bon, il y a votre camarade qui a posé la question de la nomenclature. Quand est-ce qu'on parle de flexion simple, de flexion composée, de flexion pure, ainsi de suite? Et donc, j'étais en train de répondre à cette question. Donc, voici le tableau qui résume donc ces nomenclatures. Alors, si le moment de torsion est non nul et tout le reste nul, on parle de torsion pure. Donc, ici, un E, hein, c'est bon, on dit une torsion. Voilà. Si l'effort normal est nul, l'effort tranchant est nul, le moment de torsion nul et le moment fléchissant non nul, il s'agit d'une flexion pure. Voilà. Ici, sigma 1 est différent de 0. Là, ici, c'est différent de 0. Sigma 1 est différent de 0 et ceci est nul. Bien. Si l'effort normal est non nul et le moment fléchissant non nul également, on parle de flexion composée. Et enfin, si l'effort tranchant est non nul et le moment fléchissant non nul, on parle de flexion simple. Bon, maintenant alors, la flexion pure, la flexion composée, la flexion simple peuvent être planes ou déviées, selon que le moment est porté par, selon que le moment fléchissant est porté par un seul axe ou par deux axes. Est-ce que je réponds à vos questions? Autre question? À Douala Yaoundé? Hein? Non, monsieur. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va donc poursuivre le cours de cet après-midi. Je disais donc que la dernière fois, nous avons établi cette formule. Donc, cette formule, c'est une formule qui doit être retenue. Cette formule-là. Vous devez la retenir. C'est-à-dire que la contrainte normale est égale au moment sur l'inertie multipliée par la position de la fibre où on se trouve. Cette formule-là, c'est à retenir. Alors, ça veut donc dire que les contraintes normales max sont sur les fibres extrêmes. Donc, il y aura donc une fibre extrême tendue et une fibre extrême comprimée, suivant le sens du moment. Voilà. Okay. Voilà. Donc, cette formule-là, c'est à retenir. Et l'axe neutre, donc, par définition, c'est l'axe par rapport auquel la contrainte est nulle. D'accord? D'accord? C'est vous qui avez posé la question à quoi la dernière fois. Absolument. Absolument. Oui. Oui. Non, X2 ici représente
la position de la fibre, voici x2. C'est-à-dire que si le point P est par exemple ici, cette distance ici représente x2. Parce que vous calculez la contrainte en un point quelconque de la section droite. D'accord? Voilà, c'est un point quelconque de la section droite. Et ici, on est dans le cas d'une flexion pure plane. Ça veut donc dire que le moment est porté par un seul axe. Absolument. Et ici, en particulier, le moment est porté par x3. Voilà. Donc, si vous prenez cette force-ci fois ce bras de levier, le moment tourne autour de cet axe. D'accord? Voilà. OK. Puisqu'en réalité, le moment, c'est un produit vectoriel. Bien. Donc, vraiment, ça, s'il y a une seule formule à retenir dans ce cours, c'est ça. Et on va donc dire qu'ici, en flexion, le diagramme de contrainte normale est triangulaire ou bien linéaire. Voilà. Alors, ici, à ne pas confondre à, quand on va voir par exemple la traction ou la compression, ce diagramme de contrainte sera plutôt rectangulaire. Parce que là, à ce moment-là, on a le diagramme de contrainte homogène ou bien uniforme. Alors qu'ici, la contrainte normale est effectivement non nulle, c'est vrai, mais elle n'est pas constante. Vous voyez qu'elle est là, on dit triangulaire ou bien linéaire. Alors, bien, comme l'effort normal, hein, puisque ici on est en flexion pure, donc l'effort normal est nul. Comme l'effort normal est nul, ça veut donc dire que l'effort, ici on a mis NC, NT, ça veut donc dire que la somme de ces contraintes-ci de compression doit équilibrer la somme des contraintes de traction pour que globalement, ceci plus ceci soit égal à 0. Parce que par définition, en flexion pure, d'accord, ou bien en flexion simple, l'effort normal résultant doit être nul. Absolument. Bien, maintenant, supposons donc qu'on veut dimensionner une section comme celle-ci. Alors, on va donc appeler M la sollicitation agissante et sigma N la sollicitation résistante. Et on cherche alors maintenant à dimensionner l'organe. OK? Sigma N, c'est ce qu'on va donc appeler la contrainte de résistance, ou bien la contrainte admissible, on dit, la contrainte admissible. C'est-à-dire que aucun point du matériau ne doit supporter une contrainte supérieure à delta N, à sigma N. Donc, pour dimensionner l'organe, on va écrire que les sollicitations résistantes dépassent les sollicitations résistantes avec, la sollicitation résistante dépasse la sollicitation agissante avec une bonne marge de sécurité, tout simplement. Donc ici, si j'écris donc, voici la contrainte résistante et voilà la contrainte agissante. Donc ici, qu'est-ce que je cherche? Je cherche V sur I. Parce que V ici, c'est tout simplement H sur 2, enfin si la section est rectangulaire, et I c'est l'inertie. Donc vous voyez que la condition pour le dimensionnement de l'organe, c'est donc que I sur V doit être supérieur à M sur sigma N. Absolument. Tout le monde a compris jusque-là? Ça va? Bien. Donc, I sur V, c'est ce qu'on appelle souvent aussi le module de flexion. D'accord? On appelle aussi I sur V souvent le module de flexion. Voilà. Donc, on va faire des TD dessus, ok, pour appliquer numériquement. Bien, maintenant, les déformations, comment est-ce que... Là, nous avons parlé des contraintes. Maintenant, comment on traite les déformations? Alors, ici, c'est encore toujours le théorème de Bernoulli, hein, d'accord, l'hypothèse de Bernoulli qui est étudiée. Voilà. On considère un tronçon de poutre de longueur dx1. Voici une longueur de poutre, voici une section de poutre de longueur dx1. Voilà. Alors, délimité par les sections S et S'. Bon, voici S, voilà S'. OK? Avant déformation, S et S' sont planes et perpendiculaires à la ligne moyenne. Ça, ce sont les prémices de l'hypothèse de Bernoulli. Donc, avant déformation, toutes les sections droites sont planes et perpendiculaires à la ligne moyenne.
Et maintenant, Bernoulli dit, après déformation, les sections, d'après Bernoulli, hein, S' se déforme par rapport à S en restant plane et perpendiculaire à la ligne moyenne. D'accord? Donc, ça veut donc dire que si S' se déforme par rapport à S, ça reste toujours un plan, et puis c'est toujours perpendiculaire à la ligne moyenne. Donc, ça veut donc dire que cet angle-ci est un angle droit. Voilà. Et donc, ça veut donc dire que la déformation d'une section droite, en réalité, revient tout simplement à une rotation. C'est ce que nous avons déjà dit plusieurs fois. Hein? Et donc, je rappelle que cette hypothèse de Bernoulli est très, très forte. Hein? Parce que si c'est l'hypothèse de Bernoulli n'est pas vérifiée, on ne peut pas dessiner ça. Hein? Imaginez qu'après déformation, cette section-ci n'est plus plane. Ça veut donc dire qu'elle peut se gauchir. Donc, sa déformée peut être quelque chose comme ça. D'accord? À ce moment-là, elle n'est plus plane. Elle devient gauche. Et à ce moment-là, tout ce que nous avons écrit plus haut, là, n'est plus plane. Alors, c'est vraiment important de comprendre cela, puisque c'est ça qui détermine toutes ces équations. Bien. Maintenant, si je vais écrire donc dθ, bon, c'est tout simplement de la géométrie simple. Hein. Dθ, c'est quoi? L'angle, bon, comme l'angle est petit, on le confond avec sa tangente. Donc, ça va faire donc delta. Donc, il a oublié de mettre delta. Delta, c'est cette distance-ci, c'est-à-dire la déformée de la fibre. D'accord? Voilà, on voit donc que l'angle, c'est tout simplement le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, qui est donc sa tangente. Voilà. Et donc, delta, en réalité, c'est la déformation multipliée par dx1. D'accord? Voilà. Maintenant, sur x2. Là, il a mis x, c'est x2. OK? Voilà. Or, epsilon, comme nous sommes ici, là, sur la fibre, donc epsilon, c'est sigma divisé par E. Voilà. C'est sigma divisé par E. Voilà. Donc, ça veut donc dire que dθ, c'est tout simplement ça. Voilà. Et sigma lui-même, on sait que sigma lui-même, c'est m fois x sur i. C'est ce que nous avons déjà démontré en haut. D'accord? Ça, c'est epsilon, c'est-à-dire la déformation. La déformation est égale à la contrainte sur le module du. Voilà. Et la contrainte elle-même est égale à le moment sur i multiplié par la position de la fibre. Ce qui fait donc, au bout du compte, les x2 vont partir et on va donc avoir dθ qui est égal à ça. Donc, voilà la rotation d'un angle quelconque donc, voici la cinématique, on va dire ça comme ça. Voici la cinématique de la flexion. Parce que la cinématique, c'est le mouvement. Voilà la cinématique. La cinématique. Alors maintenant, sur le triangle en rouge, sur ce triangle en rouge, on peut donc déterminer le rayon de courbure. On peut donc déterminer le rayon de courbure. Voilà. Le rayon de courbure, voilà, par définition, c'est quoi? Ben, c'est dx1 sur R. C'est-à-dire que c'est dx1 sur R. D'accord? Voilà. dθ, c'est encore dx1 sur R. Voici dθ. C'est encore dx1 sur R. Voilà. Et comme nous avons déjà dit, donc ça veut donc dire que R est égal à dx1 sur dθ. Et comme nous avons déjà calculé dθ, je remplace ça ici. Donc j'ai donc le rayon de courbure, d'accord, de la déformée de la poutre. La déformée de la ligne moyenne de la poutre est égale à cela. Voilà. Bien. Alors, on dit maintenant que, remarque, si m est égal à une constante, d'accord, remarque, si m est égal à une constante, quand est-ce que m est égal à une constante? Ben, en flexion pure, d'accord, en flexion pure, m est égal à une constante. Si m est constant, ça veut donc dire que r est constant. Et quelle est la figure géométrique pour laquelle le rayon de courbure est constant? C'est le cercle. Voilà. Donc, si la ligne moyenne se déforme d'après un cercle, on va donc dire que la flexion est circulaire. D'accord? Alors, petite application numérique, donc c'est ce que je vous proposais. Prenez une poutre comme celle-ci. Voilà.
Alors, il y a deux appuis et puis les forces sont au bout, en haut et en C. Bon, vous allez déterminer d'abord les réactions d'appui. Bon, ça c'est simple. Ces réactions-ci, c'est celle-là. Ces réactions-ci, c'est celle-là. Pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, on va trouver donc que VA est égal à VB égale à 30. Maintenant, je dois dessiner les diagrammes. Je dois dessiner les diagrammes. Ici, comme il y a une force concentrée, je dois faire une coupure ici. Comme il y a une force concentrée, je dois faire une coupure ici. Comme il y a une force concentrée, je dois faire une coupure ici. C'est ça la règle. Donc, il y a autant de coupures qu'il y a de forces concentrées. Alors, donc, si je fais la coupure en OA, bon, je détermine les éléments de réduction du visseur. Voilà. Si je fais une coupe en 2, pareil. Non? Si je fais une coupe en 3, pareil. Ça vous permet de déterminer les diagrammes. L'effort normal est identiquement nul, c'est normal, puisque nous sommes en fonction pure. Voilà. L'effort tranchant, ici, est non nul, et ici, est non nul. Par contre, entre A et B, l'effort tranchant est nul. Voilà, c'est-à-dire entre ces deux points-ci. Entre A et B, l'effort tranchant est nul. Entre O et A, l'effort tranchant est non nul. Entre B et C, l'effort tranchant est non nul. Voilà. Donc, quand vous avez ce diagramme-ci, si je vous demande, alors à la personne, c'est vous qui avez posé la question tout à l'heure. Dans cet intervalle-ci, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'effort normal qui est nul, l'effort tranchant qui est non nul et le moment fléchissant qui est non nul. Je suis dans quel mode de sollicitation? Ah? Non, comment ça, flexion composée? C'est une flexion? Non, c'est pas pu. Alors, mais ça va nous dire que mais vous n'avez pas suivi la réponse à la question. Alors, remontons voir. Remontons voir. Alors là, ça veut dire que vous avez posé la question, vous n'avez pas suivi la réponse. Voici encore le tableau devant vous. Voilà encore le tableau devant vous. Alors, regardez encore bien, vous me dites. C'est une flexion simple, absolument, absolument. D'accord? C'est une flexion simple. Voilà, c'est une flexion simple. Tout le monde comprend pourquoi c'est une flexion simple? Bien. Hein, c'est ça la flexion simple. Quand est-ce qu'on est en flexion simple? Si l'effort tranchant est non nul et le moment fléchissant non nul. Absolument. Alors, par contre, si l'effort tranchant est nul, par contre, si l'effort tranchant est nul et le moment fléchissant non nul, il s'agit d'une flexion pure. Voilà. Donc, je repose alors dans ma question ici. Pour ce cas particulier, voilà, voilà les trois diagrammes. Voilà les trois diagrammes. Donc, entre ce point-ci et ce point-ci, on a quel mode de sollicitation? Entre les deux points-ci, on a quel mode de sollicitation? La flexion simple. Entre ces deux points-ci, on a quel mode de sollicitation? Entre ces deux points, on a quel mode de sollicitation? La flexion pure. Et entre ici et là, on a quoi? Flexion simple. Est-ce que tout le monde a compris ça? C'est bon. D'accord. Hein, c'est juste la définition de nomenclature. D'accord? Si l'effort normal est nul, l'effort tranchant non nul et le moment fléchissant non nul, il s'agit d'une flexion simple. Si l'effort normal est nul, l'effort tranchant est nul et le moment fléchissant non nul, il s'agit d'une flexion, flexion pure, ainsi de suite. Bon, regardez aussi autre remarque que, bon, évidemment, le moment fléchissant, ça doit être toujours continu. Hein, vous voyez que ici, la limite à gauche est égale à la limite à droite égale à la valeur de la fonction. Et là, ici, la dérivée du moment, c'est l'effort tranchant. Ici, comme le moment est linéaire, sa dérivée est constante. D'accord? Voilà. Ici, comme l'effort est constant, sa dérivée est nulle. Ainsi de suite. Donc, voilà quelques outils qui permettent de vérifier si le tracé de diagramme est bon. D'accord? Premièrement, s'il n'y a pas de couple concentré, le diagramme du moment fléchissant doit être continu.
Deuxièmement, on doit vérifier à chaque moment que la dérivée du moment, c'est l'effort tranchant. Au signe près. Alors, donc, nous étions en train donc, de regarder les déformés. Donc, voilà ce que nous voulons appliquer. C'est-à-dire, calculer le rayon là, ce rayon de courbure pour cette poutre. Alors, pour ça, donc, alors, on veut d'abord déterminer la contrainte max. Oui, d'accord. On veut d'abord déterminer la contrainte max. Je suppose que la section droite est un rectangle de 30 fois 20. Donc, ça veut donc dire que la fibre supérieure est à 15, c'est 15 mm, c'est pas 15 mètres. Hein. 15 mètres, c'est beaucoup. Et ici, 15 mm. Voilà. Ou bien 15 cm, ça dépend. Peu importe. Alors, donc, ça veut donc dire qu'il faut d'abord que je calcule le moment. Voilà. OK, ça va faire donc B fois H au cube sur 12. Ça fait donc B fois H au cube sur 12. Parce que je calcule le moment par rapport à G. Voilà, ça donne ça. Ça veut donc dire que sigma max, c'est donc M max fois V sur I, tout simplement. Voilà. Donc, comme j'ai déjà V, G, I, je calcule. Voilà. OK, on trouve donc sigma max est égal à 1 égal à ça. Voilà. Maintenant, en termes de déformé, OK, on peut donc calculer le rayon de courbure, puisqu'on sait que cette flexion est circulaire. Donc, je peux trouver le rayon de courbure de la déformée de la ligne moyenne, qui est évidemment une constante. Absolument. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Tout le monde comprend ça? Est-ce qu'il y a des questions dans la Yaoundé? Jusque-là, ça va? Oui? Ils sont là? Ils sont là. Mais vous ne répondez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas pour le moment. Pas pour l'instant, d'accord, ok. Bon, maintenant je passe en flexion pure déviée, parce que pour l'instant nous avons fait la flexion pure plane. Alors, la flexion est dite pure déviée si le moment n'est plus porté par un seul axe, mais par deux axes. Ça veut donc dire que le moment ici n'est plus ni sur x2 ni sur x3, mais entre les deux, de façon qu'on peut décomposer cela sur x2 et puis x3. Voilà. Donc là, on va donc parler de flexion pure mais déviée. Le premier problème en cas de flexion pure déviée, c'est de trouver la position de l'axe neutre dans la section droite. Alors, dans ce cas, si cet angle-ci c'est alpha, je peux dire que M3 c'est M sinus alpha, hein, puisque M3 est ici, tandis que M2 est là, c'est M cosinus alpha. Alors, par définition, l'axe neutre c'est l'ensemble des points, c'est le lieu des points de la section où la contrainte est nulle. Voilà. Donc, l'expression de la contrainte en flexion plane, en flexion déviée, nous l'avons déjà. Il suffit de dire que ceci est égal à 0. Ça va donc dire que x3 sur x2 est égal à ça. Voilà. Et qu'on peut mettre sous cette forme-ci. x3 sur x2, c'est tangente bêta. Voilà. Si bêta, c'est l'angle que fait l'axe neutre avec x2. Voilà. OK? Donc, on trouve que x3 sur x2 est égal à tangente bêta égale à tangente alpha fois i2 sur i1. Puisque m3 sur m2, c'est tangente alpha. Tout le monde peut voir ça ici. Alors, application numérique. Alors, soit, ça c'est une toiture avec là une panne qui est composée d'un IPE, combien? IPE 160. Et ça, c'est une panne avec un IPE 160. Et donc, ici, vous voyez que le toit est incliné, puisque là, il y en a une pente. Alors, si le toit est incliné, voilà, et que, par exemple, le moment est porté par Y, à ce moment-là, sur les axes de la section droite, on doit donc décomposer ce moment. Alors, on dit donc que la figure suivante représente une panne. Bon, là, il s'est trompé. Panne, c'est la panne. C'est PA2NE. Hein, c'est PA2NE. Pour ceux qui ont déjà imprimé le coup. Une panne, la panne de toiture. Hein, c'est ce profilé-là. D'accord? Voilà. Constitué donc d'un IPE 160 posé sur un plan incliné.
quelque tangente I soit égale à 0,3. Bien. Alors, oui, question? Oui, question, Adouala? Vous ne voyez pas? La question, franchement, là. Vous dites? Hein? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a posé une question. Bon, elle a posé une question. Ok, donc, la section qu'on étudier supporte une réflexion M qui vaut 718, ok, 718Y en mètres de Newton. Voilà, ça veut donc dire que le moment est porté par Y. D'accord? Voilà. Alors, les caractéristiques du profilet sont lues dans un catalogue. On trouve que I3, c'est 169 cm², tandis que I2, c'est 2. Quand vous voyez bien un profilé comme celui-ci, le moment le plus important est selon quel axe? Hein? L'axe? Lequel? Là, il y en a deux là. Ici, tu as X3 et X2. Ça, ce sont les axes centraux principaux. Ça, ce sont les axes centraux principaux du profilé. D'accord? L'inertie la plus grande, évidemment, c'est par rapport à X3. Et l'inertie la plus petite, c'est par rapport à X2. Voilà. Donc, I3 est donc ça, c'est-à-dire, vous voyez que c'est plus de 10 fois I2. Voilà. On demande de positionner l'axe neutre dans cette section droite et de calculer les contraintes extrêmes. Voilà. Alors, voilà le profilé lui-même. Voilà. X et Y sont des axes globaux. X2 et X3 sont les axes centraux principaux de la section droite. Absolument. Voici le plan incliné de la toiture. Voici l'angle I. Que fait la toiture avec l'horizontale? La hauteur totale du profilé, c'est 160 mm. Sa largeur, c'est 82 mm. Voilà. OK. Maintenant, on nous demande donc de trouver la position de l'axe neutre. Ben, donc, on applique simplement ce qu'il y a là au-dessus. Hein, et ce n'est pas du tout compliqué. Alors, ici, voilà, je le compose. Je rappelle que le moment, on dit que le moment est porté par Y, c'est-à-dire par l'axe horizontal. Voilà. Donc, sinus I ici, c'est quoi? Dans ce triangle. Voilà. Voilà. D'accord? Sinus. Hein? C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, ici, c'est M. Et le côté opposé, c'est M2. Voilà. Ça veut donc dire que M2 est égal à M sinus de I. Et comme je connais I, je peux connaître son sinus. Et comme je connais M, je multiplie, je trouve ça. Bien. Cosinus I, dans ce triangle-ci, c'est quoi? Ben, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, comme je connais I, je connais cosinus I, je connais M, je peux le calculer. Donc, ça veut donc dire que tangente I, hein, c'est-à-dire en réalité le tangente alpha que nous avons dans cette formule-là, c'est ça. Et donc, I est égal à ça. Tangente bêta, ça va donc faire, en réalité, donc, le rapport des moments. Voilà. Ça fait donc 0,26. On trouve donc bêta. Voilà. Donc, ça veut donc dire que le lieu, alors, ça veut donc dire qu'en réalité, il n'a même pas positionné, ça ici. Il n'a pas positionné ici. Bon, peu importe. Mais bon, on a quand même le calcul. Bien. Maintenant, pour les contraintes extrêmes, alors, il faut regarder maintenant ici, il faut faire attention, puisqu'on est en flexion déviée maintenant. Donc là, il faut faire très attention. Voici la formule. Quand on est en flexion déviée, la contrainte, c'est M3 sur I3X2 moins M2 sur I2X3. Parce que si on est en flexion plus plane, c'est soit ceci, soit ceci. Selon que le moment est porté par M3 uniquement ou bien par M2 uniquement. Absolument. Alors, à ce moment-là, ça veut donc dire que, OK, on sait donc que les points extrêmes sont les points A et B. Donc, il suffit que je connaisse X, A, B et X et Y, A, B.
Ensuite, je vais trouver donc ici pour B l'abscisse et l'ordonnée. Alors, mettons-nous ici. Alors, donc les lieux des contraintes extrêmes sont les points en rouge sur la figure, c'est-à-dire les points A et B. Et donc, par définition, sigma 1 au point A, c'est M3 sur I3 X2A moins M2 sur U2 X3A. Alors, c'est ça. Exactement. Donc, j'applique ça ici pour chacun des points. Là. D'accord? J'applique ça ici pour chacun des points. Maintenant, dans cette figure, il suffit que vous trouviez qu'est-ce que c'est que X2A et qu'est-ce que c'est que X3A. Alors, dans ce système d'axe-ci, qu'est-ce que c'est que X2A ici? Dans ce système d'axe. X2A, c'est combien? Et X3A, c'est combien? Donc, vous mettez ici, voici le système d'axe, voici X2, voici X3. X3A, c'est combien? C'est non, X3. X3A, c'est quoi? Voici l'axe X3. Hein? X3A, c'est combien? C'est 82 divisé par 2. Voilà, d'accord? C'est ça, non? Hein, d'accord? X3A est égal à 82 divisé par 2. Et X2A est égal à quoi? Non. Comment ça sent, ce sent? X2A. Oui, X2A. X2, tu voici X, voici A, non? Tu projettes ça sur X2, ça fait combien? Hein? 160 divisé par 2, absolument. Absolument. Alors maintenant, pour le point B, X3B, c'est combien? C'est moins 41, absolument. Tandis que X2A, c'est combien? Moins 160 divisé par 2. Est-ce que tout le monde comprend ça? Maintenant, vous venez simplement appliquer. Hein, vous avez pu lire ici? Regardez la formule, hein, c'est important là, regardez la formule. D'accord? Je me place en axes centraux principaux. Hein? Il ne faut pas oublier que les axes X2, X3, ce sont les axes centraux. Ce sont les axes centraux. Donc maintenant, je lis les coordonnées de chaque point par rapport à X2 et X3. OK? Donc, je viens là. Donc, pour calculer ces contraintes-là, il faut que je calcule donc X2A et X3A. X2B et X3B. Voilà. Tout le monde voit que X3A, c'est 41. X2A, c'est 80. OK? Pour celui-ci, X3A, c'est moins 41. Et X2B, c'est moins 80. Voilà, donc c'est ça. Voilà, et on a mis en millimètres. Voilà, donc ça va faire donc X2A, ça fait donc 80. X3A, c'est 80. Voilà. Ensuite, pour B, voilà, X2B, c'est moins 80 et X2A, c'est moins 40. Et donc, on constate que les contraintes sont évidemment égales et de signes opposés, d'accord? Puisque à une fibre, on aura les contraintes max en compression, par exemple, et sur de l'autre côté, les compressions max, la contrainte max en traction. Est-ce que tout le monde comprend ça? Vous comprenez bien? Pourtant, c'est simplement l'application numérique de ça. D'accord? OK? C'est simplement l'application numérique de cette formule. Donc, pour donner la différence entre une flexion pure plane et une flexion pure déviée. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris ça? Voilà, Yaoundé. X2A, X2B, vous faites le calcul, monsieur.
Non, il n'y a pas de calcul, ça ce n'est pas de calcul, c'est une lecture, sur un, il n'y a pas de calcul là. C'est une lecture sur un, vous avez pu lire les coordonnées dans un système d'axes. La lecture était trop rapide. Bon, alors revenons donc sur la lecture, il n'y a pas de souci. Voici un système d'axes qui est x2, x3. Hein, d'accord? Puisque toutes ces formules de contrainte là sont écrites dans le système d'axes centraux. Voici le centre de gravité. Hein, tout ça est lu dans le système d'axes centraux. Voici Gx2. Voilà Gx3. Voilà. Voici les positions extrêmes où on doit calculer les contraintes. C'est les points A et B. Donc, ça veut donc dire que dans cette formule-ci, qui donne donc la contrainte normale en flexion déviée, il faut donc que j'identifie x2 au point où je calcule la contrainte, x3 au point où je calcule la contrainte. D'accord? Voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de faire là. Donc, ici, ça veut donc dire qu'il faut simplement que nous puissions lire ici les coordonnées du point A dans le système d'axe x2, x3 et les coordonnées du point B dans le système d'axe x2, x3. C'est pas ça? Voilà. Donc, maintenant, quand je prends A, je projette. Si je projette ça ici, ça me donne donc 41, puisque c'est 82 divisé par 2. Si je projette ici, ça me donne 80, puisque c'est 160 divisé par 2. De ce côté-ci, c'est pareil, mais en négatif, puisque ici, je vais en négatif, et ici, pareil, en négatif. Est-ce que c'est plus clair? Bon. Hein? Non. Celui qui a posé la question, doit aller à où est là? Est-ce qu'il a compris maintenant? C'est mal. Doucement. Il n'y a pas de souci. Allons-y. Doucement. S'il y a une autre question, on pose. Non, il n'y a pas d'autres questions. Même ici. Tout le monde a tout compris. Ok, c'est bon. Si tout le monde a tout compris. Mais maintenant, la notion d'énergie de déformation. Bon, alors ça, c'est une bonne chose qu'on en arrive là parce que on a déjà commencé à utiliser ces formules-ci en calcul de structure. Mais on les a encore établies de façon détaillée. Quand on charge une structure, voilà, on lui transmet une énergie. Et la structure utilise cette énergie pour se déformer. D'accord? Si vous avez une structure, vous imposez un chargement sur la structure, d'accord? Ça veut dire que vous lui donnez de l'énergie. Et la structure utilise cette énergie pour se déformer. Si on dit que la structure est conservative, ça veut donc dire que si vous levez la charge, la structure va vous restituer de l'énergie et revenir à sa situation initiale. Ah oui, absolument. C'est cela. Ça, c'est ce qu'on appelle donc l'énergie de déformation élastique. D'accord? Voilà. Donc, il faut bien comprendre que quand vous chargez un système, vous lui donnez de l'énergie. Alors, si le système est conservatif, hein, d'accord, en enlevant la charge, le système restitue l'énergie que vous lui avez donnée. Bon, maintenant, si le système est non conservatif, qu'est-ce qui va se passer? Non? Ça ne va pas restituer toute l'énergie. L'autre partie va aller où? Non. Il a déjà utilisé l'énergie que vous lui avez donnée pour se déformer. Si le système est conservatif, en enlevant la charge, le système vous restitue toute l'énergie. Si le système est non conservatif, en enlevant la charge, il ne vous restitue plus toute l'énergie. Donc, il ne vous restitue qu'une partie. L'autre est allé où? L'autre, on dit qu'elle est dissipée. Elle est partie, elle est perdue. Elle est dissipée, généralement sous forme de chaleur. Absolument, généralement sous forme de chaleur. Tout le monde comprend ça? D'accord? Quand vous chargez un système, vous lui donnez de l'énergie. Si le système est conservatif, en enlevant la charge, le système vous restitue l'énergie que vous lui avez donnée. Si le système est non conservatif, le système va vous rembourser en quelque sorte
qu'une partie de l'énergie que vous lui avez donnée. Et le reste est dissipé, généralement sous forme de chaleur. D'accord? Et donc, maintenant, c'est cette énergie-là que nous devons calculer. Puisque quand vous chargez, ce chargement externe induit des chargements, des contraintes internes qui sont en équilibre avec le chargement que vous l'avez donné. Donc, on exprime cette énergie en fonction du champ de contrainte de déformation induit par le chargement. Tout le monde comprend ça? Voilà, Yaoundé. Alors là, c'est très, très physique, là. Là, c'est la physique, vraiment. Bien. Donc, je reprends donc que quand on charge une structure, on lui transmet de l'énergie. Et la structure utilise cette énergie pour se déformer. Maintenant, si le système est conservatif, toute l'énergie, se transforme en déformation mécanique. Sinon, une partie de cette énergie va être dissipée sous forme de chaleur. La densité volumique de l'énergie de déformation est donnée par dW sur dV est égal à 1/2 de sigma ij epsilon ij. C'est ça par définition. D'accord? Voilà. L'énergie, la densité volumique de déformation est donnée par ça. Eh bien, donc ça veut donc dire que pour tous les modes de sollicitation élémentaires, traction, compression, torsion, flexion, nous allons calculer l'énergie de déformation. Maintenant, si la section droite subit plusieurs de ces sollicitations élémentaires, évidemment, il faudra sommer les énergies élémentaires, puisque nous sommes dans l'hypothèse de matériaux élastiques. Et matériaux élastiques, ça veut dire que l'effet d'une somme est égal à la somme des effets. Je peux superposer les effets d'une... Tout le monde comprend ça? Bien. Donc ici, comme nous sommes en train de résoudre le problème de flexion, on va donc calculer l'énergie de déformation de la flexion, uniquement pour l'instant. Bien. Alors, dans ça, c'est une quantité scalaire, parce que comme vous voyez ici, là, I et J, là, sont des indices muets. Donc, ça veut dire que ça, en réalité, c'est une somme. Là, ça, c'est une somme. Hein, d'accord? Ça, là, c'est un tenseur. Ça, c'est un tenseur d'ordre 2. Ça, c'est un tenseur d'ordre 2. Mais ceci est un scalaire. D'accord? Donc, l'énergie de déformation est de nature scalaire. Il suffit de répéter ce que j'ai dit, non? Vous voyez que ça, là, c'est scalaire? Ça, c'est un scalaire. Est-ce que tout le monde a vu que ça, c'est un scalaire? Hein? Le scalaire, c'est quoi? Comment est-ce que tu reconnais un scalaire? Comment est-ce que tu reconnais un scalaire? Voilà, mais comment donc? Comment tu reconnais que ça, là, c'est scalaire? Comment? Parce qu'il n'y a pas d'indice libre. D'accord? Tant qu'il n'y a pas d'indice libre, on a affaire à un scalaire. S'il y a un indice libre, on a affaire à quoi? Un tenseur d'ordre 1. Un scalaire est un tenseur d'ordre 0. C'est-à-dire qu'il y a 0, il n'y a pas aucun indice libre. S'il y a deux indices libres, c'est un tenseur d'ordre 2. Donc ici, on reconnaît que I et J sont des indices muets. Donc ça veut dire qu'ici, dans cette expression, il n'y a pas d'indice libre. C'est pour ça qu'on reconnaît que c'est un scalaire. Bien. Donc maintenant, si je suis en dimension 3, ça veut donc dire que I et J courent de 1 jusqu'à 3. Je développe. Ça fait 1,2. Bien. Alors, nous avons établi que pour la flexion, il n'y a que sigma 1,1 qui est non nul. Voilà. Et il n'y a que 3 termes d'epsilon qui sont non nuls. Epsilon 1,1 qui est égal à sigma 1,1 sur E. Epsilon 2,2 qui est égal à moins nul sigma 1,1 sur E. Et epsilon 3,3 c'est moins nul sigma 1,1 sur E. Hein? Puisque le coefficient de Poisson, physiquement, représente quoi? Que représente physiquement le coefficient de Poisson? Mais on fait les cours ici ou bien on ne fait pas les cours ici? Il y a beaucoup de choses à retenir. Le coefficient de Poisson représente quoi physiquement? Mais vraiment, là je pense que je prêche au désert. Nous avons fait cela, on vous demande
de venir au cours, vous ne venez pas. On a fait ça dans le cours de MMC. On a détaillé les significations physiques de tous les paramètres. Le module d'Young signifie quoi? Le module de poisson signifie quoi? Nu signifie quoi? Le module de cisaillement signifie quoi? Le module de compression signifie quoi? Donc de cela, vous n'avez rien retenu. Hein? Ah là, vraiment, je prêche vraiment au désert. Vraiment. Hein? Représente donc le rapport entre la déformation longitudinale et la déformation transversale. D'accord? Parce que si vous soumettez un échantillon à une traction, alors elle va s'allonger dans le sens longitudinal et se rétrécir dans le sens transversal. Par contre, si c'est une compression, elle va se raccourcir dans ce sens et augmenter dans l'autre sens. D'accord? Voilà. Donc, nu, physiquement, le coefficient de poisson représente physiquement le rapport entre la déformation longitudinale et la déformation transversale. En tout cas, la déformation transversale et la déformation longitudinale, puisque nu est toujours inférieur à 0. Bien donc, ici, pour calculer dans cette énergie de déformation, il suffit de mettre ça là. D'accord? Vous voyez que ici, ça là est nul, hein, parce que sigma 1, 1, 2 est nul. Sigma epsilon 1, 2 est nul. Donc, c'est ça, ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0. Donc, il n'y a que les trois ci. Alors, sigma 1, 1. Sigma 1, 1. Le voilà. Voilà. Alors, et sigma 2 de lui-même est nul. Donc, ça veut dire que ceci fois celui-ci, ça fait 0. Celui-ci fois celui-ci, ça fait 0. Donc, vous voyez que tout ceci représente tout simplement sigma 1, 1 au carré sur E. Voilà. Donc, ça veut donc dire que la densité volumique d'énergie de déformation pour la flexion est égale tout simplement à 1 demi de 1 sigma 1 au carré sur 2E. Alors, maintenant, ça c'est la densité volumique. Maintenant, je peux calculer la densité linéique. Hein? C'est-à-dire que pour passer du volume à la ligne, je dois faire quoi? Pour passer du volume à la ligne, on doit faire quoi? On ne multiplie pas la surface. Hein? Pour passer du volume à la ligne, je dois multiplier par une surface. Donc, ça veut donc dire que la densité volumique, la densité, pardon, linéique est égale à la densité volumique fois une surface. Tout simplement. D'accord? Voilà, donc ça fait ça. Alors, je connais l'expression de sigma. D'accord? Voilà sigma. Dans le cas le plus général, en flexion déviée. Voilà, en flexion déviée. Donc, je développe. Voilà. Ça, là, c'est une expression au carré. Je développe. E est constant. Donc, je peux le sortir. Je développe, je développe, je développe. Voilà. OK? Donc, ça va faire ici. Alors, ici, ceci est constant. Donc, il faut que j'intègre x au carré ds. La somme de x au carré ds, c'est quoi? La somme de x2 au carré. La somme de x2 au carré ds, c'est quoi? C'est I3. D'accord? Voilà. La somme de x3 au carré ds, c'est quoi? C'est I2. La somme de x2, x3 ds, c'est quoi? C'est le moment produit hein, pour les axes centraux. D'accord? Voilà. Les axes centraux. OK. Alors, c'est pour ça que c'est nul. D'accord? Voilà. On obtient donc ceci. Bon, ça fait ça. Tout le monde comprend ça? D'accord? Pas encore? Alors, tout le monde a compris physiquement ce que c'est que l'énergie de déformation, comment on donne de l'énergie à un système qui peut restituer ainsi de suite, la conservation, la non-conservation. Tout le monde a compris ça? Voilà. Non, tout le monde n'a pas compris ça. Alors, si tout le monde n'a pas compris, je reviens dessus, parce que ça, c'est important. C'est important. Je dis donc que quand on charge une structure, ça revient en fait à lui donner de l'énergie. D'accord? Voilà. Et la structure utilise cette énergie pour se déformer. C'est pour ça qu'on parle d'énergie de déformation. Voilà. Si le système est conservatif, d'accord, en supprimant donc le chargement, le système restitue toute l'énergie. Sinon, alors, seule une partie de l'énergie est restituée et l'autre est dissipée sous forme de chaleur. Et par définition, la densité, d'accord, la densité d'énergie dans un volume
élémentaire, c'est ça que ça dit, hein, la densité d'énergie que vous avez donné à un volume élémentaire de votre structure, c'est ça, par définition. Et vous allez voir que, bon, quand on fait même du calcul de structure, tout part d'ici. Hein, parce que quand on étudie les structures hyperstatiques, en réalité, on étudie dans la logique énergétique. Tous les théorèmes depuis le TTV, vous savez que ce sont des théorèmes de l'énergie. D'accord? C'est tous les théorèmes que nous avons fait en structure, là, ce sont des théorèmes énergétiques. Et c'est lié à ça. D'accord? Bien. Alors, maintenant, l'énergie totale que vous avez donnée, pour passer du linéaire au total, je dois faire comment? Je suis passé du volume au linéaire. Maintenant, je dois passer du linéaire au total. Je fais comment? Oui, on est passé du volume au linéaire en multipliant par la surface. Maintenant, on va passer du linéaire au total en... Maintenant, on commence en divisant par la surface. Au total, oui, au total, c'est-à-dire pour toute la structure. Mais en sommant sur la ligne, hein, j'ai eu les volumes, j'ai eu les volumes élémentaires. Parce qu'il y a la ligne élémentaire, je multiplie par la surface. Maintenant, pour passer au total, je multiplie sur la ligne. D'accord? Hein, c'est ça, non? Hein, c'est ça. Donc, je multiplie donc la densité linéaire par le linéaire. Hein? D'accord? Voilà. Je multiplie par le linéaire. Donc, ici, quand c'est une somme, je peux sommer. Voilà. Maintenant, ici, on ne peut pas continuer le calcul parce que ici, M3 et M2 théoriquement dépendent de X. Parce que là, je suis sur toute la structure. Ici, donc, pour sommer ceci, il faut absolument qu'on trouve l'expression de M3 et de M2 en fonction de X. Bon, sinon, le reste est constant. On peut sortir tout ça et on peut sortir tout ça. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est surtout la physique. Ces formules, si je ne vous demande pas de retenir ça, non, je ne vous demande pas de retenir ça. Bon, vous pouvez peut-être juste voir comment on fait pour y arriver. Bon, mais par contre, la physique de la chose, il faudrait que vous ayez compris cela. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là à Douala Yaoundé? Pas très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. Question particulière. Alors, s'il n'y a pas de questions, ça veut donc dire que nous avons terminé ici avec la flexion pure. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que là, nous avons terminé avec la flexion pure. Et maintenant, je vais donc commencer la flexion simple. Voilà. OK? Aucune question? Okay. Aucune remarque? Aucun commentaire? Hein? Aucun commentaire? Et maintenant, j'entends donc la flexion simple des poutres droites. La différence entre la flexion pure et la flexion simple est que pour la flexion simple, l'effort tranchant est non nul. Absolument. Donc là, le moment fléchissant induit des contraintes normales, sigma, tandis que le cisaillement va donc induire ce qu'on va appeler les contraintes de cisaillement. On va dire également tout à l'heure des scissions. Et donc, l'un des objectifs de ce chapitre, c'est de déterminer l'allure des contraintes de cisaillement dans une section droite. Alors que nous avons trouvé que l'allure des contraintes normales est comment? Que c'est triangulaire, absolument. Que c'est triangulaire. D'accord? L'allure des contraintes normales est triangulaire. Maintenant, on va chercher l'allure des contraintes de cisaillement. L'allure des scissions. Parce que, comme on est en flexion simple, d'accord, si vous décomposez donc, les éléments de réduction du visseur sont l'effort normal qui est nul, mais il y a un effort tranchant qui va induire des contraintes de cisaillement et un moment fléchissant qui va induire des contraintes normales.
La contrainte normale est linéaire ou triangulaire. Maintenant, on va voir qu'est-ce que va donner l'allure de la contrainte de cisaillement. Bien. Alors, ici, on se place dans le cas où... alors, bon, là, il s'est trompé. Donc, je crois que c'est M2 est égal à 0, puisqu'on se passe en flexion plane. Donc, on suppose que le moment est porté juste par x3. D'accord? Donc, M3. OK? À ce moment-là, on sait que la dérivée du moment, c'est l'effort tranché. Et sigma est égal à M sur I fois X. Absolument. Voilà. Bien. Maintenant, de plus, le contour de la section droite est supposé non chargé. Bon, ça, c'est pas très, très important. Alors, donc maintenant, ce qui est important ici de connaître, c'est donc la distribution de sigma 1,2 ou bien sigma 1,3. Sigma 1,3 est nul. Et donc, il faut trouver la distribution de sigma 1,2. Alors, donc maintenant, c'est pour ça que j'ai intitulé dans ce paragraphe « Formule fondamentale du calcul des scissions ». Bien. Ça veut donc dire que ici, je veux calculer la contrainte de scission, d'accord, qui est en réalité taux. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Soit le prisme délimité par la surface grand sigma. Voici un prisme, voici une section droite. Voici un tronçon de poutre qui est délimité par S et S'. Voilà. Alors, je munis ce tronçon de ce système d'axes-ci. Il y a X1, qui est la ligne moyenne. Ensuite, X2, X3, ce sont les axes centraux. Voilà. Alors maintenant, regardez ici. Je coupe ici par la section sigma. D'accord? OK? Tout le monde comprend cette figure-là? J'ai coupé ici, j'ai coupé ça. Et j'ai isolé donc tout ceci. D'accord? Tout le monde comprend le dessin là? OK? Et que je tranche quoi. Je tranche comme ceci. Oui, d'accord. Donc, je tranche comme ceci. OK? On tranche comme ceci. Et cette surface-ci, là où j'ai tranché, c'est ça que j'appelle grand sigma. Alors, maintenant, la partie basse là est délimitée par S1 et S'1 et puis sigma. D'accord? Voilà. Alors, ici, j'appelle la longueur du tronçon dx1. OK? Voilà. Alors, donc, soit le prisme est délimité par sigma, OK, dont les génératrices sont parallèles à la ligne moyenne. Voilà, Gx1, et par leur base S1 et S'1. Absolument. Donc, voilà S1 et voici S'1. D'accord? Voilà. Alors, et les deux sont distants de Dx1. Écrivons le PFS. Ou bien, faisons le DCDL d'abord et écrivons le DSL de ce prisme projeté sur l'axe X1. Voilà, donc ça veut donc dire que si je fais le DCL pour cette partie, qu'est-ce que je vais identifier comme effort? Il y a d'abord les contraintes normales. Moins sigma, ici, qui vont donc induire un effort normal sur S1 de somme de moins sigma fois ds. Ici, j'ai une contrainte sigma plus d sigma. Puisque pour partir d'ici à là, je vais passer de sigma à sigma plus d sigma. Donc, ça veut donc dire qu'ici, ça va donc faire une force normale de somme de sigma plus d sigma, de tout sur S'. Ensuite, la scission que je cherche, hein, parce que quand je scie comme ceci, donc dans cette section-ci, il y a des contraintes de cisaillement. Et c'est ça que je cherche. D'accord? Voilà ces contraintes de cisaillement-là qui sont réparties partout ici. Voilà. Alors, la contrainte de cisaillement, OK, voilà. La contrainte de cisaillement, OK, comme son nom l'indique, c'est une contrainte. Pour passer d'une contrainte à une force, je vais multiplier par quoi? À une surface, absolument, d'accord. Pour passer d'une contrainte à une force, je multiplie par une surface. Voilà. Et maintenant, la surface, c'est quoi? C'est le produit de deux longueurs. OK? Donc ici, D en l'occurrence, DL et DX. Voici D sigma, d'accord? Voilà.
D sigma, c'est tout ça. Tout un peu. Je prends un petit D sigma ici. Voilà, d'accord? Donc, c'est un DL et un DX1. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que c'est ici, d'accord? Je coupe ici, quelque part là, et puis je prends ça. Ce sont les deux dimensions, c'est ça, non? Voilà. Ensuite, maintenant, alors j'écris, voici donc le DCL. Le DCL, ça veut dire, j'isole et je fais l'inventaire des forces. Donc là, j'ai donc ces forces-là à projeter sur quoi? À projeter sur l'axe des X. Voilà. Donc ça veut donc dire que, ok, celui-ci, en réalité, c'est un frein. Donc celui-ci est moteur, celui-ci c'est ça, c'est un frein, ça c'est un frein. Donc ça veut donc dire que si je dois projeter, je dois donc dire que ceci, moins ça, moins ceci est égal à 0. Je rappelle que qu'est-ce que je cherche dedans, c'est tout. Voilà, donc, les sigma ds vont partir, il va donc me rester que la somme de d sigma sur dx1, ds est égale à somme sur AB de dl. Okay? AB étant ici, là, voilà, une petite longueur que j'ai prise ici. D'accord? Voilà. Alors, donc maintenant, d sigma sur dx1 est égal à quoi? Alors, tout le monde peut regarder là. Voici la contrainte. Voilà. D sigma sur dx1 sera égal à quoi? Alors, ici, c'est un produit. Donc, ça va faire donc U' V plus UV prime. Hein, d'accord? C'est d'accord? OK. Donc, puisque ceci est constant. Donc, ça va faire donc dm3 sur dx1, x2. D'accord? Plus m3 fois dx2 sur dx1. Or, comme x1 et x2, ce sont des axes d'un trièdre, dx2 sur dx1 va être égal à quoi? 0, absolument. Donc, ça va donc dire que si je dérive sigma 1 sur dx1, c'est en réalité, je vais donc prendre x2 sur i3 et je vais dériver dm3 sur dx1. Or, dm3 sur dx1, c'est t2. Absolument. D'accord? Donc, c'est pour ça, donc, ici, on a donc, ici, c'est tout simplement, donc, moins t2 fois x2 sur dx1. Je rappelle que c'est ça que je suis en train de chercher. Voilà. Et, bon, là, j'ai repris pour montrer pourquoi c'est comme ça, absolument. Donc, cela veut donc dire que ici, voilà, je vais donc avoir que I2 sur I3 que multiplie la somme de X2 ds. Voilà, ça c'est de X2 ds, c'est T2, hein, ici, pardon. Ici, c'est T2, ce n'est pas I2, c'est T2. D'accord? Parce que j'ai sorti, j'ai multiplié tout par moins 1. D'accord? Ici, je sors, puisque dans la section T est constant. Donc, je sors T2 et I3. Donc, j'aurai donc T2 sur I3. Somme de X2 ds sur S1 égale à somme de taux n dl. Et donc, voici ceci. Or, somme de X2 ds, c'est quoi? Sur S1. Regardez. Somme sur S1. Voici S1. Somme de X2. Somme de X2 ds est égal à quoi? Par définition. Somme de X2 ds est égal à quoi? Somme de X2 ds. Voici ça, non? C'est ce qu'on a obtenu, non? Voilà ça. La somme de X2 ds sur S1 est égale à quoi? C'est le moment, non, pas d'inertie, le moment, c'est le moment statique, absolument, ça c'est un moment statique. C'est le moment statique de quoi? Par rapport à quoi? Alors quand tu dis moment statique, ça ne suffit pas. Hein? Non, le moment statique, c'est le moment statique d'une section. Donc ça veut dire que ça c'est le moment statique de la section S1 par rapport à l'axe X1. X3, parce que je compte les X2. Donc, je compte les X2, donc c'est par rapport à X3. D'accord? Hein? D'accord? Ok. Bon, il faut lire le cours, hein, parce que si vous ne lisez pas le cours, vous n'allez pas vous en sortir. Hein? D'accord? Bon, là maintenant, vous faites comme si vous regardez comme le singe devant l'arithmétique, alors qu'on a déjà vu tout ça là devant. D'ailleurs, pour dire qu'on a fait tout un chapitre sur les propriétés des sections droites. D'accord? On a défini cela. D'accord? La somme de X de ds, c'est le moment statique
de S1 par rapport à l'axe auquel on compte X2, c'est-à-dire l'axe X3. Regardez ici, si je compte mes X2, voilà, si je compte mes X2, je compte mes X2 par rapport à X3. Je compte tous les X2 DS, je compte tous les X2 DS. Donc, cela veut donc dire que cette quantité-là, d'accord, c'est ça que je vais appeler petit M2. Là, ce n'est pas grand M, c'est petit M2. Donc, là, c'est petit M2. Pour distinguer cela du moment fléchissant. Par exemple, si tu mets grand M, on a déjà utilisé M grand M pour le moment fléchissant. C'est petit M2. Voilà. Et donc, maintenant, cela veut donc dire que voici ce qu'on appelle donc la formule fondamentale décision. Maintenant, pour expliciter cette formule, il faut d'abord préciser le type de section qu'on doit prendre. OK? On doit préciser le type de section qu'on doit prendre. OK. Alors, premièrement, les sections massives, en particulier la section rectangulaire. Voilà. Si je prends une section rectangulaire, ça veut donc dire que la section S1 que j'avais ici, là, la section S que j'avais ici, là, c'était un rectangle. Je suppose que c'était un rectangle. Je coupe donc ici quelque part et je prends cette partie. Voilà. Voilà. Donc, ça veut donc dire que je suis exactement dans cette situation. Voici l'axe X2. Voilà l'axe X3. Bon, G est quelque part par là. G est quelque part par là. Je fais G est là. Je fais une coupure ici à Y. Voilà. À ce moment-là, si j'ai ici tout ceci qui est H, alors ça là c'est H sur 2. Alors là ça c'est Y. Ça, c'est donc H sur 2 moins Y. Voilà. Et voilà la contrainte taux que je suis en train de chercher. Cette contrainte de cisaillement-là que je suis en train de chercher. Voilà. Donc, cela veut donc dire que ici, de quoi est-ce que j'ai besoin pour calculer taux dans ce cas? Simplement de M et puis L. C'est tout. La somme de A, B et L. Donc, si j'ai ce moment statique et puis la somme sur AB de DL, ça veut donc dire que j'aurai donc taux pour la section rectangulaire. Bon, c'est simple. Bon, le moment statique ici. Le moment statique pour une section rectangulaire, c'est quoi? Oui, ou alors, tout simplement, on dit tout simplement la section fois le bras de levier. D'accord? C'est tout simplement la section fois le bras de levier. La section ici, c'est quoi? C'est B multiplié par H sur 2 moins Y. OK. Et le bras de levier, c'est quoi? Le bras de levier, c'est là où on compte plus 1 jusqu'au centre de gravité de la section assurée là. Donc tout le monde voit que ça va faire quoi? Ça va faire d'abord Y plus H sur 2 moins Y, le tout sur 2. Voilà. OK, donc ça veut donc dire que voilà M. D'accord? OK. Je prends la section, voilà le bras de levier. Ça me donne ça. Voilà. I lui-même, bon, I c'est simple. C'est B fois H au cube sur 12, ça, il n'y a pas de problème. Et le moment statique que je cherche, le voilà. Ce qui fait donc ici. Alors, ici, comme ici, taux est constant, alors la somme de taux fois DL, c'est quoi? C'est tout simplement B fois taux, puisque la somme de tout ceci, c'est B. D'accord? Voilà. Ça fait donc en réalité l'expression finalement de taux de Y, c'est ça. Alors, je rappelle que l'objectif, c'était de trouver donc l'allure du cisaillement. Cette allure est comment? Non, pas circulaire. Ça, ce n'est pas circulaire, ça. C'est? Voilà, où est la variable? La variable, c'est Y. Donc, cette courbe-ci, c'est quoi? Parabolique. Le profil est parabolique. D'accord? Le profil est parabolique. Qu'est-ce qu'on conclut donc? On conclut donc que pour une section rectangulaire, le profil de section est parabolique. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est max? Où est-ce qu'il est nul? Où est-ce que ceci s'annule? Et moins H sur 2. Donc cela veut donc dire que sur les fibres extrêmes, d'accord? Ça veut donc dire que sur les fibres extrêmes, la section est elle est max en Y égale à 0. Et en Y égale à 0, taux max, ça va faire donc taux de 0. C'est carré.
C'est revenu, c'est bon? Oui, monsieur. Je répète ce que vous avez perdu. Nous étions en train de calculer donc la scission dans une section rectangulaire. Donc là, pour la section rectangulaire, c'est très simple puisque le moment statique d'une sous-section, c'est simple à calculer. Et ici, sur AB, c'est-à-dire sur la coupure, sur la tranche, sur ma coupure ici, AB, je rappelle que c'est ceci-là. AB, c'est tout simplement ça. Voilà. AB, c'est tout simplement se développer là. D'accord? Ça, c'est se développer là. Donc, ça veut dire que ici, chez nous, pour la section rectangulaire, AB chez nous, c'est B, tout simplement. D'accord? Voilà. Et donc, si taux est constant ici, ça veut donc dire que la somme de taux fois AB, ben, c'est tout simplement B fois taux, tout simplement. Donc, ce qui fait donc que nous arrivons donc à cette formule. Voilà. Nous arrivons donc à cette formule-là pour la section rectangulaire. Et donc, on conclut que ce profil-ci, c'est un profil parabolique. Il est nul. La scission est nulle aux fibres extrêmes et maxi en axe central, absolument, pour y égale à 0. Et la valeur max, c'est donc 6t fois h au carré sur 4 sur bh au cube. Alors, on peut arranger un peu. On dit que ça va faire donc 6t sur 4bh. Or, bh, ce n'est autre chose que la section. Voilà. Donc, je peux donc dire que ça va faire donc 3 demi de p sur s. Voilà. Et donc, voici donc le profil des scissions. Donc, le profil des scissions dans une section rectangulaire. Donc, j'ai appelé ici le profil des contraintes normales. Le profil des contraintes normales est triangulaire, le profil des contraintes de cisaillement est parabolique. D'accord? Donc, en particulier, vous voyez que là où la contrainte normale est max, la contrainte de cisaillement est nulle. Et là où la contrainte normale est min, la contrainte de cisaillement est max. Monsieur. Oui. La formule est valable pour tout type de section. Cette formule n'est valable que pour la section rectangulaire. Voici la formule qui est valable quel que soit le type de section. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la formule fondamentale de scission. C'est ça. Ceci est valable pour toutes les sections. Bon, maintenant pour les sections rectangulaires, c'est ça là qui est valable. Ceci n'est valable que pour les sections rectangulaires. Est-ce que je réponds à votre question? Oui. Bien. Est-ce que tout le monde comprend un peu ça? Bon, ça là, ça sont des choses que vous devez retenir par cœur si vous voulez sortir de ce cours. Ah oui. Ça là, ce sont des choses que vous devez retenir par cœur. Retenir cette valeur-là. D'abord les profils, ensuite maintenant les valeurs là, les valeurs extrêmes là. Alors là, c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est ça même le cours de RD. D'accord? Ça même le cours de RD. Bien, maintenant, nous allons prendre un autre type de section. Est-ce qu'il y a des questions à poser encore sur la section rectangulaire? Est-ce que tout le monde a compris? D'accord? Voilà. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand on parle de cisaillement, d'accord? Quand on parle de cisaillement, donc voici la section qui se cisaille. D'accord? C'est ça le cisaillement. D'accord? Ici. C'est ça la section qui se cisaille. D'accord? Ce cisaillement, c'est le même cisaillement qui est là. C'est-à-dire que si tu as la section ici, tu coupes ici, c'est le même cisaillement qui sera ici. D'accord? Par équilibre là.
D'accord? C'est-à-dire que si tu te mets ici, le cisaillement qui est ici, c'est le même cisaillement qui est là. Voilà, absolument, dans ce plan-là. Dans ce plan-là. On va voir ça tout à l'heure quand on va prendre les sections minces. Ce cisaillement-ci, c'est le même qui est là. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions à poser sur la section rectangulaire là? Là? La quoi? Non, oui, monsieur. C'est la magie. Non, c'est pas la magie. Non, c'est simple. C'est pas la magie. Bon, maintenant, on prend la section circulaire. C'est pareil, hein, pour la section circulaire. Bon, si je coupe ici, si je coupe ici, bon, je dois calculer donc le moment statique de ceci par rapport à l'axe de X3. Moment statique, bon, calculer ça comme ceci. Là. Ici, si vous prenez ici Y, là, et ici, ça, on appelle cette distance-ci B. Alors, donc, ça veut donc dire qu'en réalité, R au carré, ça au carré, est égal à Y au carré plus B sur 2 au carré. D'accord? Voilà, ça veut donc dire que B sur 2 au carré est égal à ça. Ça veut donc dire que B est égal à ça, en fonction de Y. Voilà. Et par définition, M de Y, c'est égal à la somme de lambda ds. OK? La de lambda ds. Ça veut donc dire que ici, si je prends une section élémentaire ici, par exemple là, OK? Alors, tout le monde est d'accord que la surface élémentaire, c'est la longueur fois la largeur. D'accord? Voilà, donc ça va faire donc B fois D lambda. Voilà. OK? Et donc, en réalité, donc maintenant, j'intègre de Y jusqu'à R, voilà, et ici, je remplace, donc je tiens compte justement de ça là, hein, puisque B en réalité c'est ça, 3D lambda, et puis j'intègre, ça donne ceci, voilà. Donc M dans ce cas, on trouve que la LU est la même, hein, d'accord, la LU est la même, mais les valeurs extrêmes ne sont pas les mêmes, d'accord. Voici l'expression, voilà. Par contre, la valeur max, bon, c'est toujours pour y égale à 0. Voilà, c'est toujours pour y égale à 0. Et donc, la valeur max, donc on va trouver plutôt que c'est 4t sur 3s. Contre combien de l'autre côté? 3t sur 2s. Ici, la LU est exactement la même, mais la valeur max, c'est plutôt 3t sur 4t sur 3s. Pour les... Bon, on peut arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'après, je vais faire... Ça, c'est ce qu'on appelle les sections massives. D'accord? La section rectangulaire, la section circulaire. Après, maintenant, il y a les sections minces. Oui. Donc, oui. On a eu un petit problème à Yaoundé là. Tu peux recommencer les 5 dernières minutes? 5 dernières minutes. OK. Alors, je reprends donc les 5 dernières minutes. OK. Alors, les 5 dernières minutes. Je dis donc que ceci était pour la section circulaire. Pour la section circulaire. Donc, pour la section circulaire, c'est la même chose, puisque la formule générale de scission ne change pas. Cette formule générale de scission ne change pas. Donc, tout ce que je dois calculer, c'est le moment statique pour la section circulaire et ce terme-là. D'accord? Voilà. Donc, pour le moment statique, donc, bon, il n'est pas... Pour le moment statique, donc, par définition, le moment statique, c'est donc la somme des lambda ds. Donc, ça veut donc dire que je prends un lambda, par exemple, ici, quoi. Et ds, là, ça doit encore donc un b fois d lambda. Comme j'ai déjà calculé b, je mets et puis j'intègre tout simplement. Il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà. Et donc, je disais, donc, pour insister comme quoi, que ce soit rectangulaire ou la section circulaire, c'est-à-dire les sections massives, le profil des scissions, le profil des contraintes de cisaillement est toujours parabolique. Par contre, les valeurs extrêmes ne sont pas les mêmes. Pour la section rectangulaire, c'est 3t sur 2s. Pour la section circulaire, c'est plutôt 4t sur 3s. Absolument. D'après ces formules-là. Maintenant, je disais qu'on pouvait arrêter ici et maintenant réserver donc le même calcul pour les profils minces, pour les sections minces. Regardez par exemple ici, un profil
Comment on va faire le calcul pour un profil en I? D'accord? Voilà. Pour un profil en I. À ce moment-là, il va falloir distinguer si on est dans l'âme ou bien la semaine. D'accord? Voilà. OK. Si on est dans l'âme ou bien dans la semaine. Si on est dans l'âme, on est ici. Si on est dans la semaine, on est plutôt... Si on est dans la semaine, on est plutôt ici. Et dans les deux cas, on calcule. OK? C'est bon, Adouara Yaoundé? C'est bon. OK. C'est bon ici à l'antenne? C'est bon, monsieur. Bien. On dit donc demain, on continue cette histoire-là. Globalement, ça va quand même, non? C'est bon. Ça va aller. Ça va. Bien. Okay. Tu regardes mes frères. Vous regardez comme des orphelins. Hein? Mais tout ça, c'est la même chose. Même ça, là, c'est toujours la suite de ça. Hein? C'est toujours la suite de ça. Hein? C'est toujours la suite de ça. Ça, c'est toujours la suite de ça. Hein? Mais il faut bien comprendre que ça, c'est la base de la mécanique. Hein? Si vous n'avez pas fait ça, hein, vous-même vous confirmez que vous ne pouvez pas dire d'après vous avez fait la mécanique. C'est ça, non? Vous ne confirmez pas? Hein? C'est pour ça que j'appelle même les autres à venir faire ça en termes de correction de parcours. Parce que ce n'est pas bien de sortir d'une école d'ingénieur sans avoir fait ça. C'est pas bien. Hein? Voilà. Donc, dis donc, demain 16h. Demain 16h, on continue cette histoire. Ce sera RDM toujours. Demain 16h, on continue la RDM. Demain 16h, on continue la RDM. Jeudi, on fait la structure. Jeudi 16h, on fait la structure.